Bonjour Xavier Moreau et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas Stocker, merci pour l'invitation. Alors c'est donc aux aurores, même s'il y a un petit décalage avec Moscou et la Russie, que nous vous admettons dans ce studio et pour discuter de l'actualité qui a été riche, a évolué d'entre si nous avions, et c'était le cas en général, prévu et préparé la matinale d'aujourd'hui, eh bien dans l'après-midi évidemment, c'est à ce moment-là qu'on se réunit pour voir les sujets du lendemain. Eh ben, on aurait manqué la salve de missiles courte et moyenne portée balistique. Il y en avait 6 au total qui ont cherché à viser la base américaine aérienne qui est à côté de Doha au Qatar. Et puis, nous aurions aussi en pleine nuit manqué l'annonce un peu haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire, de Donald Trump annonçant un cessez-le-feu d'abord d'un temps court, puis définitif, et baptisant ainsi a posteriori la guerre qui s'était engagée comme guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Je pourrais même dire et y associer les Américains, puisque finalement, eh bien, Trump a joué à la fois le négociateur belligérant dans ce dossier. Et on pourra, dans un instant, après la première réaction de Xavier Moreau, vous lire même exactement quel a été le communiqué de Donald Trump. Croyez-moi, il en vaut la peine. Xavier Moreau, cette trêve, ce cessez-le-feu, qui pourrait être définitif, semble respecter. Comment est-ce que vous appréhendez ce qui s'est passé, allez, on va dire, ces 24 dernières heures, ou même un peu au-delà, ce qui se passe, ce qui se déroule depuis au moins les frappes qui sont intervenues dans la nuit de samedi à dimanche américaine sur les centres nucléaires iraniens? En fait, ça m'a beaucoup rappelé, c'était un des scénarios que j'avais évoqué, notamment dans mon dernier bulletin, mais j'ai pas été le seul, hein, je crois que Youssef Indy l'avait fait également. C'est que Trump a répété ce qu'il a fait. Alors, c'était en avril 2017, j'avais dit 2018, mais en fait, c'était 2017, j'ai vérifié. C'est-à-dire que quand il a bombardé la Syrie, pour après ne plus jamais s'en occuper et laisser finalement Bachar el-Assad gagner la guerre avec ses alliés iraniens et russes. Donc, c'est exactement la même chose sur laquelle on a assisté, c'est-à-dire c'est une démonstration de force très visible, très marketing, et qui va lui permettre de se retirer du conflit, dans un conflit qu'il ne peut pas gagner, dans la mesure où les États-Unis n'ont plus les moyens de faire une opération au sol. Hein, ce que Washington a fait en 2003 en Irak n'est pas reproduisible. L'armée américaine n'existe plus telle qu'elle existait à l'époque. Et il est fort probable qu'elle n'arrive pas à trouver des alliés comme c'était le cas il y a 20 ans. À l'époque, hein, l'Angleterre avait largement contribué, la Pologne aussi. La Pologne dirigeait d'ailleurs, l'Irak avait été découpé en 4 zones d'occupation et la Pologne en dirigeait des 4 parties. Donc aujourd'hui, l'armée américaine n'est pas capable de refaire ça. Il n'y avait plus les soldats, donc forcément, ça va rester au niveau du bombardement. Mais l'Iran n'est pas l'Irak de 2003. Encore une fois, je rappelle qu'en 2003, pendant 10 ans, plus de 10 ans, l'Irak avait subi des bombardements réguliers des Anglo-américains et en toute impunité. Et là, c'est pas possible, c'est beaucoup trop risqué. Rappelons-le aussi, ce que j'avais dit, c'est que là, c'est très bien qu'ils aient envoyé 6 bombardiers B2. Chaque bombardier, c'est 2 milliards de dollars. S'il y en a un qui se fait détruire, c'est tout un pan entier de la dissuasion américaine qui est détruit. En même temps, exactement ce qui s'était passé avec le F-117 en mars 1999 au-dessus de la Serbie. Donc, je pense que Washington ne peut pas exposer ces technologies au risque d'être détruit, sinon ce sera plus du tout dissuasif. Là, on ne sait pas trop ce qu'ont donné les F-35. J'ai vu que l'information circule comme quoi les avions furtifs américains, 2 auraient été abattus, peut-être un, on ne sait pas trop, que les pilotes auraient été capturés. Ça, on va voir, mais si c'est le cas, ça va coûter cher en réputation à l'aviation de guerre américaine. Donc la situation est aussi simple que ça. Les Américains ne peuvent pas faire d'opération au sol.
entre les Israéliens non plus, puisque la frontière est bien trop loin. Ensuite, le territoire iranien est 3 fois la taille de la France, tandis qu'Israël, c'est 3 départements. Donc en fait, le rapport de force est clairement et dans la durée en faveur de l'Iran, d'autant plus que l'Iran est capable de produire des armes en quantité et à un prix modeste, modéré. On l'a vu d'ailleurs au moment où l'Iran a coopéré avec la Russie dans l'affaire ukrainienne. Hein, c'est l'arrivée des fameux Shahed, qui sont devenus les géraniums, des Guéran en Russie, et qui ont largement contribué à épuiser la défense antiaérienne ukrainienne. Hein. Quand on regarde les derniers bombardements au-dessus de l'Ukraine, il y a quasiment plus de défense antiaérienne. Et ça, c'est lié notamment à cette capacité qu'ont eu les Iraniens à trouver une solution technologique assez simple, mais qui consiste à envoyer un système d'armes qui coûte 10 000 $. Allez, peut-être maintenant qu'il a été modernisé, allez, 20 30 000, mais sur des systèmes de défense antiaérien qui coûtent quelques-uns des millions de dollars. Donc évidemment, c'est pas rentable du tout. Or, Téhéran est capable de mener ce genre de guerre, et les systèmes qui sont censés protéger le territoire israélien, des systèmes comme le Saad coûtent extrêmement cher le tir. Donc en fait, on s'aperçoit que l'armement occidental est très technologique, mais beaucoup trop cher. Et encore une fois, il n'y a pas eu cette... on voit très bien que les complexes militaires industriels occidentaux, surtout le complexe américain, est en roue libre. Il fait ce qu'il veut, il veut faire de la marge. Donc, les systèmes ne sont pas du tout adaptés à une guerre de longue durée. Et c'est pour ça que la guerre, on attend encore une fois la confirmation, n'aura duré que 12 jours. C'est parce qu'au bout de 12 jours, ça coûte déjà trop cher. L'opération B2 a dû coûter des centaines de millions de dollars. J'ai vu passer le chiffre 100 millions. Je pense que c'est beaucoup plus de mobiliser autant de matériel, avec encore une fois un risque. Hein, un B2, c'est 2 milliards de dollars. Donc tout ça n'est pas reproduisible quotidiennement. Et si c'est une guerre et si on bascule sur une guerre comme c'était en train de devenir précisément qui dure, dans ce cas, l'avantage financier et donc technologique est pour l'Iran. Et donc en fait, on peut dire que c'est une victoire iranienne, puisque son programme nucléaire n'a pas été sérieusement touché. On va voir après les détails, après le cessez-le-feu. Normalement, il doit y avoir peut-être un traité, revenir à un traité je dirais, le traité nucléaire, en fait, hein, tel qu'il était en 2016. Et là, ce qui serait vraiment idéal, je dirais pour nous, ce serait que la Russie soit le garant de l'enrichissement nucléaire de l'uranium iranien, soit le garant en disant que l'Iran va continuer à enrichir jusqu'à 60%. Et nous serons là pour vérifier que c'est bien dans le cadre du traité de non-prolifération. Et ça, si on avait cette variante-là, ce serait, je dirais, ce serait l'idéal. Parce que, en plus, ça met en place un partenariat entre Washington et Moscou qui s'imposera au Moyen-Orient de facto et qui, à terme, s'imposera en Europe. D'autant plus qu'on ne parle plus du tout de... Je regardais sur la chaîne YouTube de LCI, il n'y a plus un sujet sur l'Ukraine. Non. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit. On ne parlera pas de l'Ukraine sans l'Ukraine. Ensuite, on a commencé à parler de l'Ukraine sans l'Ukraine, et maintenant on parle plus de l'Ukraine du tout. Donc on vit une géopolitique du zapping. Voilà, la séquence est très très bénéfique pour la Russie, il faut quand même le dire. Hein. C'est un peu cynique, et très peu pour Zelensky. C'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout. En plus, les prix du pétrole ont augmenté, donc tous les prix, je rappelle, dès que ça dépasse, alors je sais pas à combien je crois que c'est 60 $ le baril, tout part dans le fonds du bien-être national. Et donc tout ça, c'est évidemment c'est que du bonheur. c'est une très séquence très très favorable à la Russie, évidemment. Surtout si ça finit par un accord auquel la Russie participera. Je rappelle que le ministre des Affaires étrangères iranien hier était à Moscou. Donc exactement. Et que Poutine, pendant le Forum économique Saint-Pétersbourg, a dit qu'il y avait une solution. Il avait proposé une solution. Je pense que c'est celle-là. C'est-à-dire, nous sommes garants du fait que le nucléaire iranien restera civil. De toute manière, le nucléaire civil iranien, c'est les Russes. Hein.
la centrale nucléaire de Boucher, c'est les Russes. Il y a d'autres réacteurs qui sont prévus, je crois jusqu'à 8 réacteurs qui doivent être construits, ce sera les Russes. Et dans l'accord sur le nucléaire civil, il est marqué que si jamais l'Iran se décidait à avoir l'arme nucléaire, la Russie se retirerait. Donc en fait, on peut quasiment estimer qu'il y a déjà un accord en place et qu'il suffirait de préciser, puisque le sujet, enfin le prétexte, hein, le but de guerre israélien, c'était le changement de régime, mais le sujet officiel, c'était le fait que l'Iran enrichit à 60%, alors que l'enrichissement à 5% suffit sur un nucléaire civil. Donc, d'après ce que j'ai lu, quand on enrichit à 60%, s'il y a c'est pour des technologies médicales, des matériaux spéciaux, etc. Et donc ça, c'est un peu le point clé. Et la solution, encore une fois, serait que la Russie se porte garant. Mais je pense qu'on va assez rapidement être fixé sur ce qui pourrait être conclu si le cessez-le-feu, encore une fois, tient bon. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.